Le matin de Noël, mon frère m'a claqué la porte au nez quand j'ai apporté des cadeaux pour ses enfants. Tu n'es pas le bienvenu ici. Reste dehors, a-t-il dit. Et maman a ajouté, ne gâche pas la fête. J'ai juste souri, pris une photo des cadeaux et suis retourné à ma voiture. 10 minutes plus tard, j'ai retiré mon nom de chaque paiement, de chaque compte et de chaque service dont il bénéficiait. Le soir, maman a envoyé une note vocale. Elle n'était pas censée être écoutée par moi. Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Robert. J'ai 37 ans, et depuis 15 ans, je suis le compte bancaire familial que personne ne voulait reconnaître. Pas aux anniversaires, pas à la fête de l'Action de grâce, pas même au dîner tranquille du dimanche où maman parlait sans fin de la nouvelle promotion de Brian ou des réalisations de ses enfants. J'étais juste là, présent mais invisible, celui sur qui on pouvait compter quand le loyer était en retard, ou quand l'assurance auto avait expiré, ou quand la chaudière est tombée en panne en janvier. Brian est mon frère cadet de 3 ans. Il a toujours été l'enfant chéri, celui qui a du charisme, celui qui ne pouvait pas se tromper aux yeux de nos parents. Quand nous étions enfants, je les ai vus vendre ma console de jeux pour lui acheter un vélo. Quand je suis entré à l'université d'État, ils ont organisé un dîner discret. Quand Brian est entré dans la même école 2 ans plus tard, ils ont loué une salle et invité 40 personnes. Le modèle a été établi tôt, et je l'ai accepté parce que c'est ce qu'on fait dans les familles. On accepte son rôle. Je suis devenu le pourvoyeur sans que personne ne le demande. Cela a commencé petit. 100 ici pour les médicaments de maman, 200 là quand le camion de papa avait besoin de nouveaux pneus. Puis Brian s'est marié, a eu 2 enfants, a acheté une maison qu'il ne pouvait pas se permettre, et soudain ma responsabilité s'est élargie, les déficits hypothécaires, les minimums de cartes de crédit quand ses chèques de commission étaient légers, les frais de scolarité de l'école privée pour ses garçons quand l'école publique n'était pas assez bonne pour mes neveux. J'ai tout payé tranquillement, mois après mois, année après année. J'ai tenu des feuilles de calcul que personne n'a jamais demandé à voir. J'ai suivi chaque virement, chaque paiement Venmo, chaque chèque que j'ai écrit et remis en main propre. Les chiffres ont grimpé jusqu'à 6 chiffres, mais je me suis dit que c'était ce que faisaient les familles. On aide, on soutient, on est présent. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ma présence était devenue un inconvénient. Mon soutien financier était attendu, voire exigé, mais mon existence réelle lors des réunions de famille était simplement tolérée. J'étais le guichet automatique qu'il rechignait à reconnaître. Noël était censé être différent cette année. J'avais acheté des cadeaux attentionnés pour mes neveux, passé des semaines à choisir exactement les bonnes choses, un kit de robotique pour Grégory, 10 ans, parce qu'il avait mentionné le codage à la fête de l'Action de grâce, un télescope pour Zachary, 8 ans, parce qu'il m'avait dit il y a 3 mois qu'il voulait voir les anneaux de Saturne. Je les ai emballés soigneusement, écrit des notes personnelles dans chaque carte, et j'ai conduit pendant 90 minutes dans les embouteillages des fêtes jusqu'à la maison de Brian. Je pensais que peut-être cette fois, il me verrait comme plus qu'un simple portefeuille. J'avais tort. La maison de Brian était parfaite de l'extérieur. La pelouse était impeccable malgré le froid hivernal. Des lumières de fête enveloppaient chaque fenêtre et chaque cadre de porte. 3 voitures remplissaient l'allée, des modèles coûteux avec des plaques de concessionnaire encore visibles. Je le savais parce que j'avais co-signé le prêt du VUS de Brian quand son crédit n'était pas assez solide il y a 2 ans. Je faisais encore la moitié des paiements mensuels. Je me suis garé dans la rue, j'ai rassemblé les cadeaux emballés dans mon coffre et j'ai remonté l'allée en pierre. À travers la fenêtre avant, je pouvais voir la famille réunie autour du sapin de Noël. Maman riait de quelque chose que Brian avait dit. Papa aidait Grégory avec ce qui ressemblait à une nouvelle console de jeux vidéo. Zachary déchirait du papier d'emballage avec la joie pure que seuls les enfants peuvent gérer. La scène était chaleureuse et complète. J'ai frappé. Le rire s'est arrêté. J'ai vu l'expression de Brian changer à travers la vitre, je l'ai vu dire quelque chose à maman avant de se diriger vers la porte. Il ne l'a ouverte que de 6 pouces, son corps bloquant l'entrée, son visage dur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a dit Brian. J'ai levé les cadeaux, en souriant. « Joyeux Noël. J'ai apporté des cadeaux pour les garçons. Je peux entrer ?»
Non. Le mot était plat, définitif. Nous passons du temps en famille. Je suis de la famille, ai-je dit, le sourire toujours figé sur mon visage. La mâchoire de Brian s'est crispée. Tu n'es pas le bienvenu ici. Reste dehors. J'ai entendu des pas derrière lui. Maman est apparue, son expression non pas surprise mais agacée, comme si j'étais arrivé pour gâcher quelque chose de précieux. Elle n'a même pas regardé les cadeaux dans mes mains. Robert, ne gâche pas la fête, a dit maman, sa voix aiguë. Nous en avons parlé. Noël est réservé à la famille immédiate cette année. J'ai conduit pendant 90 minutes, ai-je dit doucement. J'ai apporté des cadeaux pour les garçons. Laisse-les sur le porche, a dit Brian. Nous les regarderons plus tard. Il n'a pas attendu ma réponse. Il a simplement fermé la porte, et j'ai entendu le verrou glisser en place. À travers la fenêtre, je l'ai regardé retourner dans le salon, j'ai regardé maman dire quelque chose qui a fait rire tout le monde, je les ai regardés retourner à leur matin de Noël parfait comme si je n'avais jamais existé. Je suis resté là sur le porche pendant peut-être 30 secondes, les cadeaux toujours dans mes mains, respirant l'air froid de décembre. La couronne de Noël sur leur porte m'avait coûté $200 parce que la femme de Brian avait insisté pour avoir la version de créateur de cette boutique du centre-ville. La caméra de la sonnette au-dessus de ma tête était sur mon compte Amazon, faisant partie d'un système de sécurité que j'avais installé et pour lequel je payais les frais de surveillance mensuels. Même le paillasson sous mes pieds était un cadeau de pendaison de crémaillère de ma part il y a 5 ans. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo claire des cadeaux emballés avec la porte d'entrée de Brian en arrière-plan, et j'ai noté l'heure, 9h47, jour de Noël. J'ai posé les cadeaux soigneusement sur le paillasson, je suis retourné à ma voiture et je suis monté à l'intérieur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé à la porte en demandant à être laissé entrer. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à retirer mon nom des comptes. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, méthodique et calme. La partie émotionnelle de mon cerveau s'était complètement éteinte, remplacée par quelque chose de plus froid et de beaucoup plus efficace. Je gérais leurs finances depuis si longtemps que j'avais mémorisé chaque identifiant, chaque numéro de compte, chaque paiement automatique. L'hypothèque de Brian, j'étais inscrit comme co-emprunteur et je couvrais $1 800 par mois lorsque ses commissions immobilières étaient faibles, ce qui était la plupart des mois au cours des 3 dernières années. J'ai retiré mon nom du paiement automatique et j'ai soumis une demande officielle à la banque pour être retiré en tant que partie responsable. Il faudrait 72 heures pour traiter, mais le prochain paiement du le 28 décembre serait rejeté. Les frais de retard commenceraient à s'accumuler immédiatement. Les services publics sont venus ensuite. L'électricité, le gaz, l'eau et Internet étaient tous à mon nom à la maison de Brian parce que son crédit avait été trop endommagé il y a 3 ans pour établir un service. La compagnie d'électricité avait exigé un dépôt de $500 qu'il ne pouvait pas se permettre. J'ai donc tout mis à mon nom et je ne l'ai jamais changé. Je me suis connecté à chaque compte et j'ai soumis des demandes d'annulation prenant effet immédiatement. Le traitement du jour de Noël le retarderait jusqu'à lundi, mais mardi matin, les avis de déconnexion arriveraient. Mercredi, il commencerait à s'éteindre. L'assurance auto était plus facile que je ne le pensais. J'avais ajouté le VUS de Brian et la berline de maman à ma police il y a 2 ans parce que le regroupement était moins cher que le maintien d'une couverture distincte. J'ai appelé le système automatisé et j'ai retiré les 2 véhicules à compter de 23h59 ce soir. Demain matin, ils conduiraient sans assurance. Et si l'un d'eux se faisait arrêter ou avait un accident, les conséquences seraient immédiates et coûteuses. Les cartes de crédit ont nécessité plus d'attention. Brian avait 3 cartes où j'étais soit co-signataire, soit payeur autorisé. La première était une Visa avec un solde de $18 000 qu'il avait utilisé pour ses vacances à Hawaï l'été dernier, un voyage auquel je n'étais pas invité. J'ai contacté l'émetteur et j'ai révoqué mon autorisation, gelé le compte et soumis des contestations pour les 6 derniers mois de frais sous la catégorie d'utilisation non autorisée. La carte serait bloquée dans quelques heures, probablement au moment où ils essaieraient de commander le dîner de Noël dans ce restaurant coûteux que Brian adorait. La deuxième carte était celle de maman, une Mastercard que j'avais co-signée lorsque les factures médicales de papa ont commencé à s'accumuler. Solde actuel, $12 000. J'ai appelé et je me suis retiré en tant que partie responsable, ce qui déclencherait un examen immédiat de son compte et probablement une réduction de la limite de crédit.
La troisième carte était une carte de crédit de magasin dans un magasin de meubles haut de gamme où Brian avait acheté une suite de salons qu'il disait ne pas pouvoir se permettre. J'étais le titulaire principal du compte. Je l'ai fermé entièrement. L'école privée était la partie qui m'a fait hésiter, mais seulement pendant une seconde. Les frais de scolarité de Grégory et Zachary étaient automatiquement débités de mon compte chèque le premier de chaque mois, $2400 par enfant. Je payais $4800 par mois depuis 3 ans parce que Brian insistait sur le fait que l'école publique n'était pas assez bonne pour ces garçons, qu'ils avaient besoin de l'éducation d'élite qu'ils n'avaient jamais eue. J'ai appelé la ligne de facturation d'urgence de l'école, j'ai parlé à un administrateur fatigué qui travaillait clairement à Noël, et j'ai annulé l'autorisation. Le paiement du semestre de printemps serait rejeté le 1er janvier, et les garçons seraient retirés de l'inscription d'ici la fin de la première semaine de cours. L'assurance complémentaire de maman et papa était ma responsabilité depuis 8 ans. Medicare couvrait les bases, mais l'écart entre ce que l'assurance payait et ce que les soins médicaux coûtaient réellement était stupéfiant. Je payais $600 par mois pour couvrir leurs ordonnances, leurs spécialistes et leurs procédures. Je me suis connecté au portail d'assurance et j'ai résilié la police à compter du 31 décembre. Au moment où ils s'en rendraient compte, ils seraient confrontés à des milliers de dollars de dépenses non couvertes, et une nouvelle demande nécessiterait une souscription médicale qui leur coûterait 2 fois plus cher. Le temps partagé de vacances était presque drôle. Brian avait acheté un programme de villégiature de luxe il y a 3 ans après un argumentaire de vente à haute pression en Floride. Il ne pouvait pas se permettre l'achat initial, ne pouvait pas se permettre les frais d'entretien mensuels, ne pouvait rien se permettre, mais il avait signé le contrat quand même parce qu'il voulait avoir l'air prospère. Je faisais les paiements mensuels de $450 depuis. J'ai contacté la société de gestion via son portail en ligne et j'ai révoqué mon autorisation de paiement. Le compte irait au recouvrement d'ici février, et la société de temps partagé s'en prendrait au titulaire principal du compte. C'était Brian. Je suis passé aux abonnements ensuite. Services de diffusion en continu, applications musicales, stockage en nuage, câbles premium à leur domicile. J'ai mis la plupart d'entre eux sur ma carte de crédit parce que c'était plus facile que d'attendre que Brian me rembourse, ce qu'il ne faisait jamais de toute façon. J'ai annulé 14 abonnements en 5 minutes. Ce soir, leur Netflix cesserait de fonctionner. Demain, leur Spotify Premium reviendrait à la version avec publicité. D'ici la fin de la semaine, leur enregistreur numérique cesserait d'enregistrer, et la moitié de leur chaîne disparaîtrait. Le système de sécurité à domicile était à mon nom, les frais de surveillance étant payés annuellement à partir de mon compte. Je me suis connecté et j'ai annulé le service, prenant effet immédiatement. Les caméras cesseraient de télécharger vers le nuage. Le système d'alarme passerait en mode par défaut, et la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui leur donnait la tranquillité d'esprit disparaîtrait simplement. Je me suis même souvenu des petites choses, l'adhésion à Helmand qui couvrait l'assistance routière de Brian était sous mon compte. Annulé. La garantie sur les appareils auditifs de maman que je payais trimestriellement? Annulé. Le don mensuel à la Ligue de soccer jeunesse de Grégory que Brian avait promis de gérer mais ne l'a jamais fait, alors c'est tombé sur moi? Annulé. Au moment où j'ai terminé, j'avais systématiquement démantelé chaque structure de soutien financier que j'avais construite pour eux pendant 15 ans. Le montant total que j'avais retiré de leur vie, $187 000 en paiement direct au fil des ans, plus $90 000 supplémentaires en prêts co-signés et garantie de crédit dont j'étais toujours techniquement responsable mais que je n'honorerais plus. J'ai pris des captures d'écran de chaque courriel de confirmation, de chaque avis d'annulation, de chaque fermeture de compte. Je les ai tous enregistrés dans un dossier intitulé « Noël 2024 » et je les sauvegardés sur 3 services de nuage différents. Puis j'ai démarré ma voiture et je suis rentré chez moi, laissant les cadeaux emballés sur leur Porsche. Le trajet a duré 90 minutes. J'ai passé tout le temps à penser à la façon dont j'avais été effacé du matin de Noël, mais pas des virements bancaires qui ont rendu le matin de Noël possible. Le trajet de retour a été silencieux. Pas de radio, pas de balado, juste le bruit des pneus sur le pavé froid et ma propre respiration. J'ai pensé à la façon dont ce modèle avait été établi bien avant le jour de Noël, bien avant que Brian ait des enfants ou achète une maison qu'il ne pouvait pas se permettre. Le favoritisme remontait à des décennies. Quand j'avais 16 ans, j'ai économisé pour une voiture d'occasion en travaillant les fins de semaine dans une épicerie. J'avais économisé pendant 8 mois, j'avais presque assez pour une berline fiable. Puis le camion de papa est tombé en panne, et ils avaient besoin d'argent pour les réparations.
Ils ont demandé si je pouvais aider. Je leur ai donné tout ce que j'avais économisé jusqu'à $400 et on m'a dit qu'ils me rembourseraient dans quelques mois. Ils ne l'ont jamais fait. 6 mois plus tard, ils ont acheté une voiture à Brian pour son 16e anniversaire, une plus belle que je n'aurais pu me permettre, et personne n'a mentionné mes économies d'épicerie. Quand j'avais 22 ans et que j'ai obtenu mon premier vrai emploi après l'université, maman m'a appelé 3 jours après avoir commencé. Elle avait besoin d'aide pour les impôts fonciers. Les heures de papa avaient été coupées, et ils avaient 2 mois de retard. J'ai envoyé $3000, ce qui représentait plus de la moitié de ce que j'avais économisé pour un dépôt d'appartement. Je suis resté dans mon minuscule studio pendant une autre année. Quand Brian a obtenu son diplôme 2 ans plus tard, ils l'ont aidé avec son dépôt d'appartement, le premier et le dernier mois de loyer, les meubles, tout. Ils m'ont dit qu'ils avaient économisé. Le modèle a continué. Quand j'avais 25 ans, Brian avait besoin d'un prêt pour ses cours de permis immobilier et ses frais d'examen. Maman m'a appelé parce que les banques ne lui prêteraient pas. Son crédit était déjà endommagé par des cartes de crédit maximales et des paiements manqués sur une voiture qu'il ne pouvait pas se permettre. Je lui ai prêté $4000 avec un accord écrit qu'il me rembourserait dans un délai d'1 an. Il a fait 2 paiements de $200 chacun, puis a cessé de répondre à mes messages à ce sujet. Quand j'en ai parlé au dîner de la fête de l'Action de grâce cette année-là, maman m'a dit que j'étais mesquin au sujet de l'argent et que la famille devrait s'entraider sans tenir compte des points. Mais il tenait compte des points quand cela profitait à Brian. Chaque fois que j'aidais, c'était prévu et oublié. Chaque fois que Brian avait des difficultés, c'était une crise familiale qui exigeait un sacrifice collectif, ce qui signifiait mon sacrifice parce que personne d'autre n'avait d'argent à donner. Quand Brian s'est marié, on ne m'a pas demandé d'être le garçon d'honneur. Cet honneur est allé à son colocataire de collège, mais on m'a demandé de contribuer $5000 au mariage parce qu'ils avaient dépassé leur budget pour le lieu. J'ai écrit le chèque. À la réception, je me suis assis à une table dans le coin arrière avec des cousins éloignés que je n'avais jamais rencontrés tandis que l'ami de Brian était assis devant. Dans son discours, Brian a remercié tous ceux qui les avaient soutenus et avaient rendu la journée possible. Il a nommé 8 personnes. Je n'étais pas l'une d'entre elles. Quand Grégory est né, j'ai acheté un ensemble de lits de bébé à $1200 parce que Brian a mentionné qu'il ne pouvait pas se permettre celui qui était sûr qu'il voulait. Quand Zachary est né 2 ans plus tard, j'ai fait la même chose. Les 2 fois, le message de remerciement est arrivé 3 jours plus tard et semblait obligatoire. Mais quand l'ami de Brian leur a acheté un service d'abonnement aux couches, Brian en a parlé sur les médias sociaux pendant des semaines, parlant de la chance qu'ils avaient d'avoir des gens aussi généreux dans leur vie. J'ai aidé avec les factures médicales quand l'assurance de Brian a expiré. J'ai couvert l'écart quand leurs impôts fonciers sont arrivés à échéance et que le chèque de commission de Brian était court. J'ai payé pour les réparations automobiles d'urgence, les remplacements d'appareils électroménagers, et une fois une réparation complète du toit après une tempête parce que Brian avait laissé l'assurance habitation expirer et n'avait pas $8000 pour la franchise de toute façon. Chaque fois, je me disais que c'était ce que faisait la famille. Vous vous présentez, vous aidez. Vous ne tenez pas compte des points. Mais ils tenaient compte des points. Ils savaient exactement combien j'ai donné, c'est pourquoi ils ont continué à demander. Ils ne l'ont jamais reconnu publiquement, ne m'ont jamais remercié devant les autres, ne m'ont jamais inclus dans le récit familial de soutien et d'amour. J'étais le compte bancaire, le fonds d'urgence, le filet de sécurité dont ils rechignaient à avoir besoin. Et ce matin à Noël, ils avaient clairement indiqué que ma présence était un inconvénient, mais mes paiements étaient toujours attendus. Je suis rentré chez moi vers midi. Mon appartement était calme, propre et à moi. Pas de photos de famille sur les murs, pas de décoration de fête, juste un espace simple que j'avais construit avec l'argent que j'avais gagné et que je n'avais pas donné. J'ai fait du café, je me suis assis sur mon canapé et j'ai attendu. La première notification est arrivée à 15h47. Un message texte de la femme de Brian, Emma, et « Notre Netflix ne fonctionne pas. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec le compte ?» Je n'ai pas répondu. À 16h15, un autre message texte, cette fois de Brian, « Robert, Internet vient de tomber en panne. As-tu oublié de payer la facture ?» Je n'ai toujours pas répondu. À 17h30, mon téléphone vibrait constamment. Message après message, chacun plus confus que le précédent. Le câble avait cessé de fonctionner. Les caméras de sécurité étaient hors ligne. Brian avait essayé d'utiliser sa carte de crédit pour commander le dîner, et elle avait été refusée.
Il a essayé la deuxième carte, également refusée. À 18h08, maman a appelé. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé immédiatement. J'ai refusé. Elle a appelé une troisième fois, et j'ai tourné mon téléphone face vers le bas sur la table basse. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié mon courriel. Les avis de confirmation étaient tous là, horodatés et officiels, services annulés, compte fermé, autorisation révoquée. Tout ce que j'avais mis en branle se déroulait exactement comme prévu. À 18h45, papa a appelé, puis maman à nouveau, puis Brian, puis Emma, puis maman à nouveau. J'ai commandé de la nourriture chinoise, je l'ai mangée lentement et j'ai regardé les notifications s'accumuler, 17 appels manqués, 42 messages textes, 3 messages vocaux que je n'ai pas écoutés. À 20h30, il y a eu une notification à laquelle je ne m'attendais pas, une note vocale de maman, d'une durée de 53 secondes, envoyée à ce qu'elle pensait probablement être le numéro de Brian, mais qui était en fait le mien. Elle a dû cliquer sur le mauvais contact. J'ai failli la supprimer. Puis la curiosité a gagné, et j'ai appuyé sur lecture. Ce que j'ai entendu m'a fait poser mon café et le rejouer 2 fois pour m'assurer que j'avais bien compris. La voix de maman est sortie de mon haut-parleur de téléphone, paniquée et brute. Elle parlait vite, les mots se bousculant, le sang-froid qu'elle maintenait toujours en public complètement disparu. Brian, écoute-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout s'éteint. Internet est en panne. Le câble est en panne. Le système de sécurité est hors ligne. Vos cartes de crédit ne fonctionnent pas. J'ai essayé d'appeler la société hypothécaire pour confirmer le paiement de la semaine prochaine, et ils ont dit que Robert s'était retiré en tant que co-emprunteur ce matin, Brian, le matin de Noël. Il y a eu une pause, et j'ai entendu sa respiration, saccadée et instable. Je pense qu'il a fait quelque chose. Je pense qu'il nous coupe les vivres. J'ai essayé de me connecter au portail d'assurance pour vérifier les ordonnances de papa, et le compte est fermé. Fermé? Brian, j'ai appelé la compagnie d'électricité, et ils ont dit qu'une demande d'annulation de service a été demandée aujourd'hui. La dame a dit que cela se traite lundi, et mardi, nous serons sans électricité. Sa voix s'est élevée, la panique transparaissant. Il faut que tu l'appelles tout de suite. Répare ça. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas perdre la maison. Nous ne pouvons pas perdre les voitures. Est-ce que tu comprends ce qu'il payait? Tout, Brian. Il payait pour tout. Et je pense que nous sommes allés trop loin ce matin quand tu ne l'as pas laissé entrer. Une autre pause. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus calme et plus aiguë. Je t'avais dit que nous aurions dû le laisser rester 1 heure. Je t'avais dit qu'il posait des questions sur Noël depuis des semaines, et tu as dit que cela n'avait pas d'importance, qu'il s'en remettrait comme il le fait toujours. Mais il ne s'en remet pas cette fois. Je peux le sentir. Quelque chose est différent. Il y a eu un bruit en arrière-plan, peut-être papa posant une question. Je ne sais pas combien il payait, la voix de maman s'est brisée. Je n'ai jamais demandé. Je n'ai jamais voulu savoir. Mais c'est plus que ce que nous pouvons couvrir, c'est sûr. Les factures médicales de ton père à elles seules s'élèvent à $600 par mois que l'assurance ne touchera pas. L'hypothèque est de $1,800. Les voitures, l'assurance, les services publics, l'école des enfants, les cartes de crédit de Brian, tout ça. Si Robert s'en va, nous avons peut-être 2 mois avant que tout s'effondre. Elle pleurait maintenant, essayant de le cacher mais échouant. Tu dois t'excuser. Tu dois réparer ça ce soir. Va à son appartement. Supplie s'il le faut, mais fais-le revenir. Nous ne pouvons pas survivre sans lui. Et tu lui as très bien fait comprendre ce matin quand tu lui as claqué la porte au nez. La note vocale s'est terminée. Je suis resté assis là dans mon appartement calme, tenant mon téléphone, écoutant le silence qui a suivi. Puis j'ai enregistré la note vocale dans 3 endroits différents, je l'ai sauvegardée et j'en ai fait une transcription au cas où j'aurais besoin de preuves de ce que j'avais entendu. Maman l'avait dit elle-même, il ne pouvait pas survivre sans moi. Pas ma présence, pas ma compagnie, pas ma place à la table de Noël, juste mon argent. À 21h17, Brian a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. J'ai laissé le téléphone sonner 3 fois avant de décrocher. Je voulais qu'il transpire un peu. Robert. La voix de Brian était contrôlée, mais je pouvais entendre la tension en dessous.
Il faut qu'on parle, n'est-ce pas? J'ai gardé mon ton calme, presque agréable. Il y a un problème avec les comptes. Les cartes de crédit ne fonctionnent pas, et maman a dit que la société hypothécaire a appelé. Est-ce que tu as changé quelque chose? Je me suis retiré de vos obligations financières, ai-je dit, toutes, à compter d'aujourd'hui. Il y a eu une longue pause. Je l'ai entendu respirer, je l'ai entendu essayer de comprendre ce que je venais de dire. De quoi tu parles? La cosignature de l'hypothèque, les services publics à mon nom, les polices d'assurance, les cartes de crédit que j'ai payées, les frais de scolarité des enfants, les abonnements, les frais de temps partagés. Je me suis retiré de tout. Vous êtes seul maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix s'est élevée. Nous avons des arrangements. Nous avons des accords. Nous avions des arrangements où je payais, et vous en bénéficiez. Je mets fin à ces arrangements à cause de ce matin. Il a ri, mais cela sonnait forcé. Tu vas détruire nos vies parce que tu es contrarié à cause de Noël? Je ne détruis rien, ai-je dit. Je cesse simplement mon soutien financier. Si votre vie s'effondre sans mon argent, ce n'est pas de la destruction. C'est une révélation. Robert, voyons. Son ton a changé, essayant d'être raisonnable. Je suis désolé pour ce matin, d'accord? C'était une journée stressante, et la famille d'Emma arrivait. Nous étions dépassés. Nous aurions dû te laisser entrer. Tu m'as claqué la porte au nez. Je sais, et c'était mal. Mais tu ne peux pas punir toute la famille pour un seul mauvais moment. Un seul mauvais moment? J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Brian, ce matin n'était que l'exemple le plus clair d'un modèle qui dure depuis 15 ans. J'ai donné 187 000 $ à ta famille pendant cette période. J'ai cosigné des prêts, couvert les urgences, payé pour l'éducation de tes enfants et maintenu vos services publics en marche. Et ce matin, quand je suis arrivé avec des cadeaux pour mes neveux, tu m'as dit que je n'étais pas le bienvenu et tu as fermé la porte. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, ai-je dit, ma voix baissant, c'est que j'ai financé tout votre style de vie tout en étant traité comme une obligation au lieu d'un membre de la famille. Ce qui n'est pas juste, c'est que j'ai entendu la note vocale de maman ce soir. Il s'est tu. Elle me l'a envoyé par accident, ai-je continué, 53 secondes où elle te dit que tu dois t'excuser pour que je continue à payer vos factures. Pas parce qu'elle m'apprécie, pas parce qu'elle me veut à Noël, parce que vous ne pouvez pas survivre sans mon argent. Robert, écoute ou non, c'est toi qui écoutes. J'en ai assez. Le paiement hypothécaire du le 28 sera rejeté. Vos services publics seront coupés mardi. Votre assurance auto expire ce soir à minuit. Vos cartes de crédit sont gelées. L'école des enfants les retirera de l'inscription lorsque les frais de scolarité de janvier ne seront pas payés. Chaque paiement automatique que j'ai couvert est annulé. Tu ne peux pas nous faire ça. Je ne vous fais pas ça, ai-je dit. Vous vous êtes fait ça à vous-même ce matin quand vous avez choisi de clairement indiquer que je ne suis pas de la famille. Si je ne suis pas de la famille, alors je ne suis pas votre banque non plus. Nous allons tout perdre. Alors vous comprendrez enfin ce que ça fait de perdre quelque chose qui compte. J'ai raccroché. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. J'ai refusé l'appel, puis j'ai bloqué le numéro de Brian. Puis j'ai bloqué le numéro de maman, le numéro de papa et le numéro d'Emma. Je suis resté assis dans le silence de mon appartement, attendant de me sentir coupable, attendant que le doute s'insinue. Il n'est jamais venu. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 15 ans. Je me suis senti libre. La semaine suivante s'est déroulée exactement comme je l'avais prévu. Je n'ai pas répondu aux appels provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Je n'ai pas vérifié le groupe de discussion familiale. Je n'ai pas répondu aux courriels ou aux textos des membres de la famille élargie qui avaient entendu dire que quelque chose n'allait pas et qui voulaient que je répare ça. Le lundi 26 décembre, les services publics de la maison de Brian ont reçu les demandes d'annulation et ont envoyé des avis finaux. Mardi, le gaz a été coupé. Mercredi, l'électricité a suivi. Internet avait déjà été déconnecté lundi soir. La maison intelligente parfaite de Brian, celle avec des lumières automatisées et tout contrôlé par la voix, est devenue sombre et silencieuse. Jeudi, la société hypothécaire a envoyé un avis formel que le paiement du 28 décembre ne serait pas honoré en raison d'une autorisation insuffisante du co-emprunteur. Les frais de retard ont commencé à s'accumuler.
Brian avait 30 jours avant que l'hypothèque ne soit signalée comme délinquante, ce qui détruirait ce qui restait de son crédit. Vendredi, les polices d'assurance des 2 voitures ont officiellement expiré. Brian s'est fait arrêter cet après-midi pour un feu arrière cassé. Lorsque l'agent a vérifié ses informations et a constaté qu'il conduisait sans assurance, la voiture a été mise en fourrière. Les frais de fourrière, l'amende et l'obligation de montrer une preuve d'assurance avant de pouvoir récupérer le véhicule ont ajouté $1 200 supplémentaires à sa crise croissante. L'école privée a envoyé un courriel le 30 décembre. Le paiement des frais de scolarité du 1er janvier avait été refusé. Grégory et Zachary avaient jusqu'au 5 janvier pour mettre le compte à jour, où ils seraient retirés de l'inscription. Brian a essayé de négocier un plan de paiement. L'école a souligné que ce n'était pas la première fois que les paiements étaient irréguliers et qu'ils avaient déjà accordé des délais de grâce à plusieurs reprises. Ils avaient besoin du paiement complet, où les garçons étaient exclus. La résiliation de l'assurance complémentaire de maman a pris effet le 31 décembre. Le 2 janvier, papa avait un rendez-vous prévu chez le cardiologue. À leur arrivée, le bureau les a informés que l'assurance avait été annulée et que la visite coûterait $450 de leur poche. Ils sont partis sans voir le médecin. Les ordonnances qui devaient être renouvelées coûteraient $380 supplémentaires sans la couverture complémentaire. Ils ne pouvaient se permettre ni l'un ni l'autre. Les cartes de crédit que Brian utilisait librement sont toutes allées au recouvrement dans les 2 semaines. Sa cote de crédit, déjà endommagée, est tombée en dessous de 5 cents. Les appels des agents de recouvrement ont commencé immédiatement, plusieurs fois par jour. Ils voulaient savoir où j'étais puisque j'avais été inscrit comme contact sur plusieurs comptes. Je leur ai dit que je n'étais plus associé au titulaire du compte et de supprimer mes informations. La société de temps partagé a envoyé Brian au recouvrement à la mi-janvier. Ils voulaient $2700 en arriérés de frais d'entretien plus des pénalités. Ils ont menacé de poursuites judiciaires. Brian ne pouvait pas payer, alors ils ont ajouté son compte à une liste de créanciers et ont commencé à le signaler aux agences d'évaluation du crédit. À la fin de janvier, Brian avait mis la maison en vente, non pas parce qu'il voulait déménager, mais parce que la saisie était imminente, et la vente était la seule façon de l'éviter. Le marché était lent. La maison avait besoin de réparations qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire. Elle était vide de meubles qu'ils avaient dû vendre pour couvrir les dépenses de base. Maman et papa ont emménagé chez ma tante à 2 heures de route. La santé de papa s'est détériorée sans ses médicaments. Maman a cessé de m'appeler après la première semaine quand il est devenu clair que je n'allais pas répondre ou fournir de l'aide. J'ai entendu tout cela par l'intermédiaire de ma cousine Sandra, qui avait toujours été la commère de la famille mais qui avait aussi toujours été gentille avec moi. Elle appelait tous les quelques jours avec des mises à jour, sa voix un mélange de choc et de quelque chose qui sonnait comme du respect. Ils disent que tu es sans cœur, m'a dit Sandra au début de février, que tu as abandonné la famille à cause d'un malentendu. Tu penses que c'était un malentendu, ai-je demandé. Elle s'est tue pendant un moment. Non, je pense qu'ils t'ont pris pour acquis pendant des années, et tu t'es finalement défendu. Je pense qu'ils sont juste choqués que le compte bancaire se soit forgé une colonne vertébrale. J'ai ri à cela. Ça faisait du bien. En mars, la maison s'est vendue à perte. Brian et Emma ont emménagé dans une petite location. Leur crédit étant tellement endommagé, ils avaient besoin de la mère d'Emma pour co-signer le bail. Les garçons ont été transférés à l'école publique et ont détesté ça, non pas parce que l'éducation était pire, mais parce qu'ils étaient passés du privilège de l'école privée à être les nouveaux enfants sans rien. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas envoyé de message pour leur frotter leur situation au visage. J'ai simplement vécu ma vie, la vie que je finançais pour eux au lieu de la construire pour moi-même. J'ai pris l'argent que je leur envoyais tous les mois et je l'ai investi. J'ai pris des vacances en Islande, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'ai jamais senti que je pouvais me permettre. J'ai acheté une meilleure voiture. J'ai recommencé à fréquenter des gens, quelque chose que j'avais remis à plus tard parce que j'étais toujours trop stressé à l'idée de couvrir l'urgence de quelqu'un d'autre. En avril, j'ai reçu une lettre. Elle est arrivée à mon appartement, réexpédiée de l'ancienne adresse de mes parents. L'écriture était celle de maman. J'ai failli la jeter. Puis je l'ai ouverte. La lettre était courte, 2 paragraphes. Elle ne s'est pas excusée pour le matin de Noël. Elle ne s'est pas excusée pour les années de prise sans reconnaissance. Elle ne s'est pas excusée du tout. Elle voulait juste que je sache que papa était malade,
qu'il ne pouvait pas se permettre son traitement et que si je me souciais de la famille, j'aiderais. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié soigneusement, je l'ai placé dans un dossier avec toutes les captures d'écran et les confirmations du matin de Noël, et je l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. En mai, Sandra a appelé avec des nouvelles que Brian et Emma se séparaient. Le stress financier avait détruit leur mariage. Brian blâmait tout le monde sauf lui-même. Emma blâmait Brian pour avoir tout perdu. Les garçons étaient pris entre 2 feux, confus quant à la raison pour laquelle leur vie avait changé si radicalement. J'ai ressenti une petite pointe de culpabilité envers les enfants. Ils n'avaient rien fait de mal. Mais ensuite, je me suis souvenu que je leur avais apporté des cadeaux attentionnés le matin de Noël, et leur père m'avait claqué la porte au nez. J'avais essayé d'être leur oncle, et j'avais été rejeté. Si Brian avait voulu protéger ses enfants, il aurait dû protéger leur style de vie en me traitant avec un respect élémentaire. En juin, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme de mentorat local pour les enfants qui n'avaient pas de soutien familial stable. J'ai constaté qu'aider les gens qui l'appréciaient réellement se sentait mieux que de financer les gens qui rechignaient à avoir besoin de moi. J'ai reconstruit ma vie pièce par pièce. Je me suis fait de nouveaux amis. J'ai fréquenté quelqu'un qui est devenu important pour moi. J'ai progressé dans ma carrière parce que j'avais l'espace mental pour me concentrer sur le travail au lieu de m'inquiéter de l'urgence de qui je devrais couvrir ensuite. Je n'ai plus jamais entendu parler directement de Brian. Maman a essayé plusieurs fois de plus, toujours avec des demandes déguisées en mise à jour. Je n'ai jamais répondu. En août, près de 9 mois après ce matin de Noël, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était Grégory, mon neveu. Il avait reçu un téléphone et avait trouvé mon numéro d'une manière ou d'une autre. Oncle Robert, je suis désolé pour Noël. Je ne savais pas que tu nous avais apporté des cadeaux. Je ne savais pas que papa ne te laisserait pas entrer. Tu me manques. J'ai regardé ce texto pendant longtemps. Une partie de moi voulait répondre, lui dire que ce n'était pas de sa faute, qu'il me manquait aussi. Mais une autre partie de moi savait que répondre ouvrirait une porte que j'avais délibérément fermée. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que s'en soucier m'avait coûté 15 ans de ma vie. Au lieu de cela, j'ai avancé. J'ai construit une vie qui n'incluait pas les gens qui ne m'appréciaient que pour ce que je pouvais fournir. J'ai trouvé la paix en sachant que je leur avais donné toutes les occasions de me voir comme plus qu'un portefeuille, et ils avaient choisi de ne pas le faire. Le matin de Noël, exactement 1 an après qu'ils m'aient claqué la porte au nez, je me suis réveillé dans mon appartement, j'ai fait du café et j'ai fait un appel vidéo avec les amis que je m'étais fait au cours de la dernière année. Nous avons échangé des cadeaux à distance, ri de choses idiotes et fait des plans pour nous rencontrer pour le dîner. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne ne m'a traité comme une obligation. Personne ne m'a fait me sentir invisible. Et pour la première fois en 15 ans, Noël ressemblait à quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Je n'ai jamais regretté de m'en aller. Pas une seule fois. Parce que le plus grand cadeau que je me suis jamais fait a été de réaliser que je mérite mieux que d'être le compte bancaire de la famille. Je mérite d'être vu, valorisé et respecté. Et s'ils ne pouvaient pas fournir cela, alors je ne leur devais rien. Ni mon argent, ni mon temps, ni ma présence. J'étais enfin libre.